Bonjour mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Le commandant Stefan Rasmussen est ce qu'il est convenu d'appeler un passionné d'aviation. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours eu envie de devenir pilote. Ancien pilote militaire, il a rejoint depuis plusieurs années Scandinavian Airlines. On voyait que c'était quelqu'un qui aimait vraiment son travail. Le 27 décembre 1991, il décolle aux commandes d'un MD-81 de SAS. Il ignore à ce moment-là qu'il va vivre les instants les plus éprouvants de toute sa carrière. Voici l'histoire du vol SAS 751. Nous sommes 2 jours après Noël à l'aéroport de Stockholm-Arlanda, en Suède. Il neige, il givre et il y a du verglas. Mais dans la cabine du MD-81 de Scandinavian, à destination de Copenhague, les passagers découvrent plutôt une canicule. Il faisait vraiment très chaud dans l'avion quand nous avons embarqué. Le chauffage avait marché toute la nuit. Au fur et à mesure que les gens entraient, ils enlevaient leurs vestes et même leurs chaussures. On se serait cru dans un sauna. Serait-il possible de baisser le chauffage ? Il va faire moins chaud. Le copilote a 34 ans. Il s'appelle Ulf Sedermark et travaille comme pilote de ligne pour Scandinavian depuis 4 ans. Il y avait de légères chutes de neige, la température était négative et il y avait du vent. Nous allions ce jour-là rallier Stockholm à Copenhague, puis Copenhague à Varsovie et enfin descendre sur Barcelone. Ce devait être une longue journée de travail. Le commandant Rasmussen vient de terminer la visite pré-vol extérieure de l'appareil. Et ce matin, c'est lui qui assure le pilotage sur le premier tronçon pour Copenhague. Pendant mes 12, presque 13 000 heures de vol aux commandes d'un avion, j'ai toujours eu l'impression d'enfiler l'avion sur mon dos, comme un sac à dos, et de ne faire qu'un avec lui dès lors qu'il se mettait à prendre son envol. Et le sac à dos du jour est un MD-81 flambant neuf, un avion court-moyen courrier équipé de 2 réacteurs à l'arrière. Maintenant, tout le monde sait que cette porte reste ouverte. C'est bien. Même avant le 11 septembre 2001, voler avec la porte du poste ouverte n'était pas chose courante. En fait, c'était à la discrétion du commandant de bord. J'ai toujours voulu garder la porte de la cabine de pilotage ouverte parce que je me disais que les passagers seraient plus rassurés en voyant les personnes aux commandes. J'ai toujours trouvé agréable de voir cette porte ouverte. C'était plus chaleureux qu'une porte fermée. Les conditions météo ont retardé le vol. Et en plus, l'avion doit passer au dégivrage avant de décoller. Où en sommes-nous avec le dégivrage? Les ailes ne sont pas encore faites. Ils ont dégivré le dessous et vont maintenant s'occuper de la partie supérieure. Entendu. En pleine tempête de neige et en conditions givrantes, le dégivrage est obligatoire. Et aujourd'hui, il est particulièrement long. Et cela a pris du temps. Ils avaient du mal à se débarrasser du givre qui était sur les ailes. Nous étions donc légèrement en retard pour rejoindre la piste de décollage. Dans la cabine se trouve un autre commandant de bord. Pyrenberg part comme passager pour Copenhague où il prendra les commandes d'un autre avion Scandinavian pour assurer un vol. Bonjour mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Nous sommes en train de dégivrer les ailes de l'appareil et dès que nous aurons terminé, nous pourrons décoller et rejoindre notre destination où le temps est plus clément. J'ai pris soin de m'entourer du meilleur personnel de bord pour vous servir aujourd'hui. Nous vous souhaitons à tous un agréable voyage. Enfin, le vol Scandinavian 751 est prêt à la mise en route. Il va maintenant devoir rejoindre la piste en circulant sur les taxiways verglacés et légèrement enneigés. Ça aurait été sympa de leur part de dégager la neige. Non, ça aurait été trop facile.
approchons point d'attente avant décollage, piste 08. Reçu, Scandinavian 751, autorisé décollage, piste 08. Aérofrein. Armé. Autofreinage, décollage enclenché. Briefing et checklist, décollage terminé. Checklist terminée. Puissance affichée. Pour l'équipage, malgré les conditions hivernales, le décollage est une pure routine. V1, rotation. Train rentré. Train rentré. Quand Ulfi a rentré le train, j'ai entendu quelque chose d'inhabituel. 25 secondes après le décollage, soudain un bruit étrange retentit dans la cabine. Quand vous entendez que quelque chose ne tourne pas comme d'habitude, vous vous méfiez. Il y avait une sorte de vrombissement dans l'avion, cela faisait comme un bruit d'explosion. Bon. Il y a eu un autre bang et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'avais jamais entendu ça avant. Pour les pilotes, le bruit semble venir du moteur droit. Ça a l'air sérieux. Ça doit être une panne du compresseur. J'ai un peu relâché la manette, mais malgré ça, c'était vraiment étrange parce que le moteur continuait à monter en puissance alors que je réduisais la poussée. C'est comme si vous étiez dans votre voiture et que vous tourniez le volant vers la gauche et que la voiture allait vers la droite. C'est très troublant. Nous ne sommes pas censés appeler le cockpit à ce moment-là, mais je me suis dit, c'est une urgence, il faut que je parle au commandant. Mais le commandant n'a pas le temps de répondre. Pour l'instant, il essaie d'abord de comprendre ce qui est en train de se passer. Je ne voyais rien de suspect sur les instruments. Ils étaient stables et n'indiquaient rien d'anormal. Mais j'entendais toujours ces bruits sourds et bizarres. Un instant, il imagine une explosion criminelle ou une défaillance structurelle du fuselage. J'ai ensuite vérifié la pression de la cabine. Parce que s'il y a une bombe ou une porte de soute qui saute, ça provoque une décompression. Mais la pression de la cabine est normale. Oui, je vais me renseigner. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est la fumée qui est en train d'apparaître. J'ai vu de la fumée et ça sentait le brûler. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'avion est à peine à 300 mètres d'altitude quand soudain le moteur droit perd de sa puissance. Nous avions à peine volé 1 minute que le moteur droit s'est arrêté. Je suis resté un bref instant à me demander si je n'étais pas dans un cauchemar, si j'allais me réveiller. J'étais troublé, très déstabilisé. Et 2 secondes plus tard, le moteur gauche rend l'âme, lui aussi. L'avion se retrouve sans moteur. Un des moteurs s'est arrêté, puis l'autre moteur. Je me suis dit que ce n'était pas possible, que ce n'était pas réel. Moins de 90 secondes après le décollage, le MD-81 s'est transformé en planeur. Suite à cela, il y a eu un grand silence. Je crois que c'était ça le plus terrifiant. Être dans les airs avec un tel silence. On aurait dit un oiseau qui se laissait planer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. Redémarrage moteur. Mais en essayant de redémarrer les moteurs, l'équipage en fait aggrave la situation. Car cette fois, le moteur gauche prend carrément feu. J'ai vu que la température des gaz d'échappement montait rapidement. La température maximale ne doit pas dépasser les 680 degrés Celsius. Et là, elle était montée à 800 degrés.
Un feu moteur est grave, car il peut se propager au reste de l'appareil. Est-ce que j'appuie? Mais si le copilote active l'extincteur du moteur gauche, il sait que son arrêt sera définitif. Finalement, il met en route l'extincteur. Depuis son siège, le commandant Holmberg comprend que la situation est grave. L'appareil est maintenant en vol plané, descendant à 1200 pieds minutes. Pourtant, les contrôleurs de Stockholm n'ont encore rien remarqué. Arlanda, Stockholm Scandinavian, 751. Bonjour SK 751. Montez au niveau 180. Nous avons un problème avec nos moteurs. S'il vous plaît. Nous devons faire demi-tour. Retournez sur Arlanda. 751 bien reçu. Virez à droite vers une altitude. À cet instant, la radio s'arrête. Privé d'électricité après l'arrêt du moteur gauche. Le moteur droit, pourtant, continue à produire de l'énergie, mais plus suffisamment pour alimenter les instruments de contrôle et la radio. Sans moteur, vous n'avez plus de propulsion. La seule énergie qui vous reste, c'est votre altitude. Les secondes s'écoulent. Les pilotes savent qu'ils doivent absolument redémarrer le moteur droit. Ou sinon, c'est le crash en pleine nature. En cabine, les passagers sont de plus en plus inquiets. Et le commandant Holmberg décide de passer à l'action. Comment je peux aider? Dans une situation aussi brutale et dangereuse, un troisième homme dans le poste n'est pas de trop. Il est venu dans le cockpit et il a dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Je crois lui avoir simplement répondu « Lance l'APU !» Pour récupérer radio et instruments, une des solutions consiste à lancer l'APU, le groupe auxiliaire de puissance. Alors je l'ai chargé de s'occuper de cette procédure d'urgence pour me concentrer sur le contrôle de l'avion, la vérification de la vitesse et la portée des ailes. Il a réussi à lancer l'APU. Mes instruments de vol furent donc réalimentés. Mais pour une raison obscure, les instruments du commandant refusent de redémarrer. Et il a alors piloté l'avion essentiellement à l'instinct. Le retour de l'électricité permet de rallumer la lumière en cabine. Une maigre consolation pour les passagers rongés par l'angoisse. Le contrôle aérien de Stockholm essaie de guider l'avion pour le ramener vers l'aéroport. Scandinavian 751, pouvez-vous virer à droite pour un cap 090, trajectoire radar 0.1. L'avion perd toujours de l'altitude. Il n'est plus qu'à 1500 pieds du sol, à peine 500 mètres. Et le copilote n'arrive toujours pas à redémarrer le moteur droit. Négatif. Nous maintenons notre cap et nous tentons de redémarrer nos moteurs. Maintenir le cap, c'est continuer à s'éloigner de l'aéroport. Mais faire un virage de 180 degrés serait encore plus dangereux. J'ai vraiment eu le sentiment que si je faisais virer l'avion à ce moment-là, nous allions décrocher. Quand vous faites demi-tour, vous perdez beaucoup d'énergie. Alors la chose la plus sûre à faire est de maintenir le cap pour garder la portance des ailes. Ainsi, vous pouvez maintenir votre altitude en économisant votre énergie et l'utiliser pour maîtriser votre vitesse. Vous pouvez vous maintenir à 2000 pieds? Nous ne pouvons pas nous maintenir à 2000 pieds. Nous descendons. Nous sommes à 1600 pieds et nous poursuivons la descente. Holmberg a compris que l'atterrissage de fortune est maintenant inévitable. Surtout, regarde droit devant. Pour lui, l'urgence est de trouver un point de chute. Regarde droit devant. Il criait à Stéphane de regarder droit devant et d'anticiper sa trajectoire. Préparez-vous à un atterrissage forcé. Atterrissage forcé. Penchez-vous en avant! Penchez-vous en avant! Penchez-vous en avant! Alors nous avons crié penchez-vous en avant, je ne sais pas combien de fois. Penchez-vous, penchez-vous. Gardez vos ceintures de sécurité! Pendant que les passagers prennent la position de sécurité pour le crash, le commandant Rasmussen, lui, cherche toujours un endroit pour se poser.
Je me suis alors dit qu'en allant vers le nord, nous pouvions arriver jusqu'à la mer Baltique, qui à cette époque de l'année est gelée et pourrait ainsi faire une bonne piste d'atterrissage. Malheureusement pour l'instant, c'est une épaisse forêt qui se déroule sous les ailes de l'avion. Je voyais cette grande étendue verte, puis j'ai aperçu ce petit coin dégagé au milieu de la forêt. Mais ça m'a paru un peu juste. Regarde droit devant, regarde droit devant! À 500 pieds du sol, le commandant commence à arrondir sa trajectoire, en relevant le nez de l'avion pour le ralentir et adoucir l'atterrissage. Vu du dessus, les pins semblent très doux. Je pouvais les utiliser pour amortir le choc, tel un coussin. Je rentre le train? Oui, rentre le train. Mettez vos bras autour de vos genoux! Je me préparais à un atterrissage violent. Un atterrissage forcé, sans moteur. Je me disais que ça allait être très violent. Stockholm, Scandinavian 751, nous allons bientôt toucher le sol. Je n'avais pas peur jusqu'à ce que nous rentrions dans les arbres. Là, j'ai cru que nous n'y arriverions pas. Je ne me suis pas dit que je risquais de mourir. Je savais que j'allais mourir. J'ai même prié Dieu. Et puis, peu après, nous étions dans un monde étrange. Après nous être totalement arrêtés, j'ai senti une odeur d'essence. Alors je me suis dit, bon sang, on va exploser. Puis j'ai regardé autour de moi et j'ai vu de la neige parce qu'il y avait une grosse fracture dans le fuselage au niveau de l'office arrière. On pouvait alors rejoindre l'extérieur. Tout était calme et puis... je suis revenu à moi. Ça n'avait dû durer qu'une fraction de seconde. J'avais peur que ma colonne vertébrale soit cassée, que je ne puisse plus jamais marcher. Alors je me souviens avoir essayé de bouger mes orteils et mes pieds, juste pour voir si j'arrivais à les contrôler. Et j'avais mal à la main parce que j'avais un os cassé. Et puis je saignais beaucoup au niveau du front, alors j'essayais de m'essuyer le sang qui me coulait dans les yeux. Et là, Stéphane m'a dit que nous devions sortir de l'avion. L'avion a parcouru plus de 125 mètres à travers les arbres avant de se poser. Le principal risque maintenant, c'est le feu. Il est urgent d'évacuer le plus rapidement possible tous les passagers. Enfin, ceux qui sont conscients. Le commandant Humberg, lui, a perdu connaissance au moment du choc. Tout était allé si vite que personne ne pouvait vraiment comprendre ce qui s'était passé. J'ai réussi à rejoindre un groupe de passagers qui s'était formé. Les gens craignaient que nous ayons à attendre longtemps l'arrivée des secours. Les secours seront là bientôt. Par chance, aucun incendie ne se déclare. Mais une autre menace en revanche se précise, le froid. La température est largement en dessous de zéro et les passagers bien mal équipés pour y résister. Beaucoup de gens étaient seulement en chemise, en t-shirt ou en vêtements légers. Certains n'avaient même pas de chaussures. La plupart risquent de se retrouver rapidement en hypothermie. Alors je me suis dit qu'il fallait se prendre dans les bras. Ça m'a fait du bien, moi aussi. J'avais besoin d'un câlin. C'était réconfortant de réconforter les autres. Ça va aller. Ça va aller. L'épave du MD-81 gît à 15 km au nord-est de l'aéroport de Stockholm. Et le fuselage s'est brisé en 3 morceaux. Dans la confusion du moment, personne n'a pris le temps de compter les morts. Fort heureusement, les secours arrivent rapidement sur les lieux et prennent en charge les rescapés et les blessés, comme le commandant Humberg, toujours inconscient.
Il a été projeté violemment contre la paroi lors de l'impact. Il était sérieusement blessé. Il avait les paupières entaillées et la clavicule cassée. Son épaule était passée devant lui. 92 passagers furent blessés dans l'accident, dont 8 sérieusement. Et lorsque l'équipage fit un premier comptage, ils s'aperçurent que, miraculeusement, les 129 passagers du vol 751, ainsi que l'ensemble de l'équipage, étaient tous vivants. Tout le monde avait survécu, c'était incroyable, mais vrai. Waouh, on ne pouvait rien dire d'autre. Oui, vraiment, j'étais le commandant le plus heureux de la Terre. Nous étions tous vivants. Ce fut un grand moment. Alors que le crash fait la une de la presse, le SAIB, le bureau d'enquête suédois sur les accidents d'avion, est chargé de l'affaire. De son côté, Scandinavian Airlines déclenche également sa propre enquête et la confie à Thor Hultgren. C'est exceptionnel qu'un accident d'avion dans une zone boisée ne fasse pas un seul mort. Je n'avais jamais entendu parler d'un pareil cas. La police évacua tout le monde. Un cordon de sécurité fut placé autour de l'épave sur une centaine de mètres. Tous les morceaux de l'avion étaient là. Rien n'avait brûlé. Nous avions donc des tas d'éléments pour l'enquête. Pour le bureau d'enquête suédois, c'est Henrik Elinder qui est chargé des premières constatations. Nous avons commencé par nous intéresser au lieu de l'accident, ce qui signifie que nous devions photographier toute la zone où l'avion s'était frayé un chemin à travers les arbres. Il fallait aussi photographier toutes les pièces que l'appareil avait perdues sur son passage. Les 2 boîtes noires sont facilement retrouvées. Elles contiennent l'enregistrement des conversations dans le poste, ainsi que de plusieurs centaines de paramètres de l'appareil. Les rescapés sont également interrogés, et tous les témoignages sont concordants. Pourriez-vous me dire ce que vous avez vu et entendu? De gros bruits retentissant au niveau des moteurs juste après le décollage, puis de la fumée dans la cabine, et puis finalement l'arrêt des 2 moteurs et l'incendie sur le moteur gauche. Quand vous avez un bimoteur, vous ne vous attendez vraiment pas à perdre les 2 en même temps. Les 2 réacteurs Pratt & Whitney sont démontés et envoyés dans un atelier de Scandinavian pour y être examinés. Les enquêteurs sont surtout très impatients d'interroger les pilotes, et notamment le commandant. Mais le service de presse de la compagnie a réservé la primeur de cet entretien aux médias. The first question, what did you think when both engines refused to function? It'll take me an awful long time to tell you all that. The normal case is that La procédure normale veut que les témoins clés tels que les membres d'équipage soient placés en quarantaine jusqu'à ce qu'ils soient entendus par la commission d'enquête. Le commandant Rasmussen est considéré comme un héros par tous les médias pour avoir réussi à poser son avion transformé en planeur. Les enquêteurs, eux, sont plus suspicieux et à ce stade n'excluent pas une erreur de l'équipage comme origine de l'accident. Les honneurs et la gloire vont toujours au commandant, mais les critiques aussi. Je savais qu'être le sujet d'attention des journalistes serait compliqué. Je me suis dit que la seule chose que je pouvais faire, c'était leur donner tous les éléments de l'histoire, en espérant qu'ils découvrent les raisons de l'accident. Un autre enquêteur mène également des investigations, mais cette fois pour le compte de l'Association suédoise des pilotes de ligne. Lui aussi essaie de comprendre l'origine de l'accident. Il y avait forcément une raison à l'arrêt des moteurs. On s'est donc intéressé à ce qui avait bien pu provoquer cette panne. La première fois que j'ai vu les moteurs à l'atelier, j'étais surpris. C'est tout ce qu'ils ont retrouvé?
Il y avait un grand nombre de pièces qui manquaient. Et je dois dire que je n'avais jamais vu des moteurs aussi disloqués. Pour découvrir la vérité, il est impératif de retrouver les pièces manquantes éparpillées sur des kilomètres en plein milieu d'une forêt enneigée. Les pièces qui s'étaient détachées de l'avion étaient les pièces des moteurs. Votre travail dans ce cas-là consiste à étudier la documentation technique et à essayer d'identifier le problème d'origine pour comprendre comment tout s'est ensuite enchaîné. Les pièces manquantes constituent des indices essentiels pour découvrir l'origine de la panne presque simultanée des deux moteurs. Le problème ? Elles peuvent se trouver n'importe où sur les 15 km parcourus par le vol 751. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Évidemment, les enregistrements des boîtes noires sont précieux pour reconstituer la chronologie des événements et cerner le moment, et donc l'endroit, où les premières pièces ont pu tomber. Une gigantesque battue est organisée et permet de récupérer quelques 500 débris. C'est loin d'être la totalité, mais c'est suffisant pour réaliser quelques analyses. La plupart des pièces sont très endommagées, et certaines lames en titane sont carrément calcinées. Le titane a pris feu dans les deux moteurs, le droit et le gauche. Et vous savez, le titane qui prend feu, c'est vraiment exceptionnel. Ça nécessite une très haute pression et une température vraiment très élevée. Les enquêteurs font un autre constat. L'alimentation carburant du moteur gauche est percée. Elle a probablement été violemment heurtée par une autre pièce avant de se rompre. Cette pièce a dû se détacher et elle a heurté la ligne d'alimentation du moteur qui s'est fondue et qui a ensuite répandu du carburant dans le moteur chaud. Clairement, le moteur s'est désintégré en plein vol. Ça a l'air sérieux. Cette découverte peut expliquer le début d'incendie. Mais elle n'explique pas l'origine du problème. Car l'avion avait commencé à perdre des pièces bien avant l'apparition des flammes. Et puis, il y a les témoignages des passagers à l'arrière qui ont tous entendu distinctement de gros bruits sourds avant que le moteur gauche ne s'enflamme. Des bruits que la boîte noire a également enregistrés. On peut entendre les booms et faire un rapprochement avec le moment où les dégâts se sont produits. C'est ce que montrent les enregistrements de la boîte noire. En fait, le son est facilement identifiable pour les enquêteurs. C'est le bruit caractéristique d'un pompage de réacteur. Les moteurs sont alimentés par un flux d'air. Lorsque, pour une raison quelconque, la pression devient trop forte, cette surpression peut provoquer une inversion du sens de l'écoulement de l'air. À ce moment-là, le réacteur se met à pomper. C'est un pompage du moteur. Il peut être léger comme il peut être important. Il peut aussi entraîner un arrêt complet du moteur. Ça a l'air sérieux. Le phénomène de pompage fut très violent. Et donc, en très peu de temps, les deux moteurs de l'avion se sont retrouvés hors service. Impossible à redémarrer. En bref, l'avion s'est transformé en planeur géant. Un examen des ailettes du compresseur explique pourquoi les moteurs se sont mis à pomper. Les ailettes retrouvées ont toutes été, pour une raison inconnue, très endommagées. Du coup, elles n'étaient plus capables de propulser correctement le flux d'air vers l'arrière du réacteur. C'est cette déformation des ailettes du compresseur qui est à l'origine du problème. La déviation du flux d'air dans le compresseur a provoqué sa panne, ce qui a ensuite tout déclenché. Le pompage du moteur et tout le processus qui a abouti à la mise hors service des deux moteurs. Reste à savoir ce qui a endommagé les ailettes. Plusieurs hypothèses sont possibles. Si le choc provient d'un caillou, d'une garniture en caoutchouc, d'un morceau de glace ou autre, la forme de l'impact n'est pas la même. La glace cause des dégâts très spécifiques. Elle fait de légères bosses. Et les résultats d'examen des ailettes retrouvées sont sans ambiguïté. Elles ont toutes été endommagées par de la glace. Reste à comprendre maintenant d'où provenait cette glace. Voici les données météorologiques des 24 heures précédant la catastrophe.
Le 27 décembre, les heures précédant le décollage du vol 751, Stockholm était sous la neige et la pluie. La température extérieure était d'environ 0 degré. Il y avait eu le matin une pluie qui était un mélange de neige et de crachin. Le MD-81 était arrivé la veille au soir, en provenance de Zurich, et ses réservoirs étaient à moitié remplis. Ils avaient une assez grosse quantité de carburant en réserve dans les ailes. Ce carburant était très froid, quasiment moins 20 degrés Celsius. Durant la nuit, les conditions étaient idéales pour générer la formation de glace sur les ailes et le fuselage. Vous aviez donc un carburant très très froid dans les ailes et une température extérieure qui a chuté pendant la nuit. Il s'est mis à neiger puis à pleuvoir et de nouveau à neiger. Il s'est ainsi formé une sorte de millefeuille sur les ailes, avec une couche de glace dans le fond puis des couches successives de pluie épaisse et de neige. Le tout faisait quasiment 25 cm d'épaisseur au matin. La responsabilité du dégivrage de l'avion revient au commandant de bord. Et ce matin-là, le commandant Rasmussen était tout à fait conscient des risques importants de présence de glace sur l'avion. Les enquêteurs, malgré tout, s'interrogent. S'est-il assuré réellement que son appareil avait été correctement dégivré? Le commandant affirme avoir lui-même vérifié de visu. J'ai fait le tour de l'avion. Il faisait un froid glacial. C'est lui qui constate la présence résiduelle de glace sur les ailes et demande un deuxième dégivrage. J'étais vraiment convaincu que l'appareil était impeccable. Et il l'était, il l'était. Où en sommes-nous avec le dégivrage? Les ailes ne sont pas encore faites. Ils ont dégivré le dessous et vont maintenant s'occuper de la partie supérieure. L'enregistrement des boîtes noires confirme le témoignage du commandant. Ils ont dégivré l'avion une première fois. Après avoir vérifié, ils ont décidé de le dégivrer une seconde fois. En fait, c'est 850 litres de glycol, le liquide de dégivrage, qui ont été dispersés sur le MD-81. Une question alors se pose. Le produit aurait-il été défaillant? En tout cas, pas suffisamment efficace pour déloger l'épaisse couche de glace accumulée sur les ailes? Aussitôt, des échantillons sont prélevés sur le stock de glycol pour vérifier sa qualité. Nous n'avons constaté aucune défaillance. Il n'y avait rien à redire sur les produits utilisés. Les enquêteurs s'interrogent alors sur la qualité du travail des techniciens chargés du dégivrage. L'opération s'est-elle déroulée dans les normes? Interrogés, les techniciens affirment qu'à l'issue du dégivrage, les ailes étaient apparemment parfaitement propres. Mais les apparences, parfois, sont trompeuses. Ça avait l'air parfait, parce que la couche de glace transparente qui est au-dessus du réservoir de fuel, on ne pouvait pas la voir. Un technicien a bien inspecté le bord des ailes et constaté l'absence de glace. Mais il n'a pas pu vérifier toute la surface de l'aile. Il n'était prévu ni escalier ni quoi que ce soit pour pouvoir monter et vérifier le dégivrage au niveau supérieur des ailes. Ça avait l'air net et bien dégagé. On ne devinait aucune présence de glace. Pourtant, il devait y en avoir encore 2 ou 3 cm sur le dessus de l'aile quand l'avion a décollé. Et à la seconde où l'avion a décollé, la glace s'est transformée en projectile. Sur cet appareil, les moteurs sont placés derrière les ailes. Ainsi, quand l'avion a décollé et que ses ailes se sont inclinées, la glace qui était dessus s'est détachée et est allée tout droit dans les moteurs. La glace a percuté et endommagé les ailettes du réacteur, qui, dans les secondes qui ont suivi, s'est mis à pomper. Personne ne pensait qu'une telle chose pouvait arriver. Et pourtant, c'est arrivé. Lorsque des résidus de glace se détachent des ailes d'un avion en plein vol, généralement cela ne pose aucun problème. Sauf pour des appareils comme le MD-81 qui possèdent des réacteurs à l'arrière du fuselage. Mais le constructeur des moteurs, Pratt & Whitney, a anticipé ce risque. Et en théorie, ces réacteurs sont conçus pour résister à l'injection de morceaux de glace. Alors, y a-t-il eu une circonstance aggravante? Par exemple, la réaction des pilotes fut-elle inadaptée? Les enquêteurs épluchent les enregistrements des boîtes noires pour étudier seconde par seconde l'action des deux pilotes. La première chose à faire quand il y a un pompage, si on se rend compte que c'en est un, c'est de réduire la poussée. Ce fut précisément la réaction du commandant Rasmussen.
Bien sûr, vous relâchez un peu la manette et ainsi vous rétablissez l'équilibre entre l'alimentation en carburant et le flux d'air entrant. C'est exactement ce que j'ai fait. Pourtant, l'enregistrement des boîtes noires donne une autre version. Pourquoi la puissance du moteur augmente-t-elle? Il montre clairement que, juste après le premier pompage, la poussée s'est réduite, mais que quelques secondes plus tard, elle est passée à la puissance maximale. Non, ça ne collait pas, parce que les tours-minutes augmentaient de 110% et que la position de la manette changeait. Elle n'aurait pas dû. La seule chose qui puisse faire bouger la manette, c'est la main du pilote. Pourtant, le commandant est catégorique. Il n'a pas remis les gaz, et a même été déstabilisé par cette brutale et inattendue poussée de puissance. En tant que pilote, quand vous avez reçu toutes les formations, suivi tous les entraînements aux situations d'urgence, notamment grâce au simulateur, et que vous vous retrouvez face à un système qui ne répond pas comme il le devrait, vous êtes très troublé. Malgré leurs efforts acharnés, les enquêteurs ne trouvent aucune explication à cette augmentation soudaine de la puissance des moteurs. La chose frustrante de cette enquête est que nous ne sommes pas arrivés à déterminer pourquoi le système a réagi ainsi. En fait, 2 mois plus tard, la solution va venir de chez McDonnell Douglas, le constructeur du MD-81, et elle s'appelle la restauration automatique de poussée. C'est nouveau, ça augmente automatiquement la poussée lors de l'ascension. Ce système venait tout juste d'être mis en place sur les avions de Scandinavian Airlines afin d'améliorer la sécurité. À l'origine de ce dispositif, une observation faite par l'administration fédérale de l'aviation américaine. Certains pilotes réduisent trop les gaz lorsqu'ils survolent les zones résidentielles juste après le décollage, au point de frôler la vitesse de décrochage. Dans ce cas, le système remet automatiquement les gaz. Donc, dès qu'il a relâché la poussée, le système s'est mis en marche. En fait, lorsque le commandant réduit les gaz pour arrêter le pompage de ses moteurs, le système l'a analysé comme une baisse brutale de poussée et a remis les pleins gaz contre l'avis du pilote. Le plein régime a alors aggravé le pompage et a fini par détruire les 2 réacteurs. Les enquêteurs finissent par dédouaner totalement l'équipage. Il a bien eu la bonne réaction au bon moment. Il a juste été battu par un système informatique qui, au nom de la sécurité, les a menés à la catastrophe. C'est une série de 0 et de 1 qui ordonna la poussée de la manette. À cause de leur trop grand approvisionnement en carburant et au final, leur dislocation. En quelques secondes, ils ont été totalement détruits. Circonstance très aggravante, le système était tellement nouveau qu'aucun pilote de Scandinavian n'était au courant de son existence. Ce fut très troublant pour tout le monde, car nous ne connaissions pas ce système. Nous n'avions aucune information dessus. Scandinavian Airlines ne savait pas que ce système existait sur ses avions. Nous n'avions pas commandé cette modification. Elle fut introduite par le biais d'un autre système. Ignorant totalement l'existence de ce dispositif à bord de son avion, le commandant Rasmussen n'a pas pu appliquer la seule solution possible, à savoir déconnecter le système. La responsabilité du dispositif de restauration automatique de poussée finit de dédouaner totalement les pilotes. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais vraiment soulagé. C'était comme si j'avais gagné à la loterie. C'était comme si... J'étais très heureux, parce que, enfin, je pouvais m'expliquer pourquoi j'avais été si troublé. Malheureusement, cette catastrophe mit fin à sa carrière et à sa passion pour l'aviation. Le bureau suédois sur les accidents aériens remit son rapport le 20 octobre 1993. Les enquêteurs ont conclu que les actions du commandant Rasmussen et du copilote Cedermark avaient contribué à sauver la vie des passagers. De plus, après s'être longuement interrogés sur la pertinence de la présence dans le poste du commandant Helmberg, ils ont conclu que cette aide, en fait, s'était révélée utile.
Cette équipe est restée aux commandes jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil sur le sol. Ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Pour les enquêteurs, le principal responsable de l'accident est la compagnie SAS, accusée notamment de défaillance dans la vérification du dégivrage de ces appareils. Ça doit être une panne du compresseur. Le rapport condamne également l'installation du système de restauration automatique de poussée à l'insu des équipages. Ignorant son existence, ils étaient incapables de réagir correctement en cas de pompage. Si le système de restauration automatique de poussée n'avait pas été là, si la manette n'avait pas été forcée, il n'y aurait pas eu d'accident. C'est très étrange que nous n'ayons pas eu toutes les informations disponibles pour savoir quoi faire dans ce genre de situation. À la suite de l'accident, Scandinavian Airlines a formé l'ensemble de ses pilotes à l'utilisation du système de restauration automatique de poussée. Elle a également modifié les procédures de vérification d'absence de glace sur l'ensemble des ailes avant un décollage. Nous avons changé toutes les procédures. Nous avons fourni des escabeaux pour les techniciens et nous avons rendu obligatoire le fait d'aller toucher le haut des ailes pour vérifier l'efficacité du dégivrage. Une fois remis de ses blessures et de ses émotions, Ulf Cedermark a repris son métier de copilote. Je ne me disais pas que je ne serais plus capable de faire mon travail correctement. Je sentais que quoi qu'il advienne, je saurais encore regarder les choses avec lucidité. Et j'aime toujours mon métier. Si un malheur devait arriver, j'y ferais face. En revanche, pour le commandant Rasmussen, le retour aux commandes s'est révélé beaucoup plus difficile. J'ai consulté un psychologue de renom. Nous avons abordé l'idée de revoler. Et il a compris que ce serait pour moi une question très difficile. Train à rentrer. Alerte incendie. Ça a l'air sérieux. Malgré des heures passées au simulateur, Stefan Rasmussen n'arrive pas à reprendre les commandes sans ressentir la peur. Désolé les gars. Dans une situation de crise, c'est là que le lien entre l'homme et la machine doit être sans faille. Mais j'ai vraiment eu la sensation de ne pas pouvoir avoir confiance en l'appareil. Les pilotes ont tendance à supporter la responsabilité de tout ce qui a mal tourné. Trop d'honneur, mais aussi trop de responsabilité. Généralement, avec un soutien psychologique, 90% des pilotes ayant vécu un crash sont capables de reprendre leur métier en toute sécurité. Le commandant Rasmussen fait partie des 10% restants. Pour lui, le vol 751 fut le dernier vol de sa carrière. En tant que pilote, prendre la décision de quitter l'aviation alors que c'est votre plus grande passion, c'est comme si on devait tuer la personne qu'on aime le plus. J'ai passé beaucoup d'heures dans les airs, connu beaucoup de moments de bonheur. J'aimais mes passagers et j'aimais énormément mon avion. Mais je me suis dit, c'est terminé. Je n'ai jamais regretté ma décision, jamais. Je pense avoir eu raison.